Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer cette table ronde dont le nom est Portugal, inventer les valeurs au XXIe siècle en vous diffusant une courte vidéo qui nous est offerte par le comité d'organisation du Festival international de géographie. Et merci à toutes et à tous d'être venus en nombre. Oui, alors moi je suis arrivé en 72 en France et j'ai connu, pendant mes 8 ans que j'ai vécu au Portugal, j'ai connu le football. Le football, chez nous, c'était la fête, c'était un moment de joie entre nous, les jeunes, partager ça. Et on avait aussi la musique portugaise traditionnelle, le fado, le folklore. Bon, j'ai dansé un peu au folklore aussi quand j'étais jeune, mais le fado c'était une musique qui encore aujourd'hui se pratique même dans les universités. Les étudiants chantent encore le fado à l'ancienne. Fatima, chez nous, c'est dans la religion, c'est intégré depuis des années. Ça fait partie de la culture portugaise. Aujourd'hui, un pèlerinage qui est fait tous les ans à Fatima, où les gens vont vont à la procession et montent jusqu'au-dessus de l'édifice à genoux et tout. Moi j'ai vu ça de mes propres yeux, ma grand-mère le faisait tous les ans. C'est quelque chose qui est intégré chez nous, ça fait partie de la culture portugaise. J'y ai laissé beaucoup d'amis d'enfance, de la famille. Et quand on y retourne, oui, surtout quand on va sur Porto, on a encore cette manière de faire qui fait que pendant l'été, pour accueillir les gens qui reviennent au pays, vous avez encore les étudiants qui chantent le fado sur le bord de la route. On retrouve ce qu'on appelle le football de rue, où les jeunes faisaient comme nous dans les années 70, dans les petits terrains, s'approprient un petit peu des petits terrains vagues et jouent au football entre eux. On va avoir encore ces monuments religieux comme Fatima ou d'autres, où on essaye de s'imprégner encore de la culture qu'on avait nous dans les années 72 et qu'aujourd'hui malheureusement en France on ne retrouve pas. Je me ressource un peu au Portugal quand j'y retourne, donc j'essaye de retrouver tout ce que j'avais perdu en 72, quoi. Alors on va en discuter évidemment tout au long de cette table ronde de ces 3 F. Peut-être que l'un d'entre vous peut nous rappeler, peut-être Patricia, ce qu'ils signifient, ces 3 F, le temps que je mette en place le diaporama. C'est Fatima, c'est Fado et c'est le football. Et c'était les trois thèmes, je crois, que le Portugal était plus connu pendant la dictature. Je peux donner par exemple qu'après la révolution des œillets, le fado a souffert un petit peu parce que les révolutionnaires et les personnes associaient toujours le fado à l'ancien régime, à la dictature. Il y a quelques années, peut-être 20 années, que fado a eu une renaissance avec de nouvelles chanteuses et nouveaux chanteurs. Et maintenant, Portugal est beaucoup plus que les 3 F. Mais c'est vrai que nous sommes très fiers de notre football, de notre Cristiano, et d'être champion de l'Europe. C'est vrai que nous sommes très fiers du fado, qui est maintenant patrimoine immatériel de l'humanité, classifié par l'UNESCO. Ça donne beaucoup plus d'importance. Mais le Portugal, c'est plus que cela. Oui, le Portugal, c'est plus que ces 3 F, et on va essayer d'en discuter autour de ces 3 personnalités que sont Patricia Gaspar, José Alberto Rio Fernandes et Yves Léonard. Mais d'abord, je vais vous faire une petite introduction pour remettre un peu en contexte ce dont nous sommes en train de parler. On est en 2022, lentement nous nous approchons des 50 ans du 25 avril 1974, date de la révolution dite des œillets. Moment coup de tonnerre, puisqu'en moins de 24 heures, c'est un régime de 48 ans, l'Estado Novo, qui est renversé par
poignée par une centaine de jeunes officiers dissidents avec l'appui des rues de Lisbonne. Et souvent, cet événement, concentrant l'attention de ceux qui essayent de comprendre l'histoire contemporaine du pays, est vu comme le moment conclusif, politiquement, socialement, diplomatiquement parlant, du XXe siècle portugais. Et après, subsistent des représentations figées des Portugais et du Portugal. Aujourd'hui, l'exception portugaise fascine les observateurs politiques car la gauche de gouvernement y subsiste encore et toujours, fidèle au service public et à la relance économique. Mais le Portugal est-il toujours allé à rebours de la troïka européenne? Rien n'est en réalité moins sûr. Contrée exceptionnelle, car l'extrême droite y est longtemps restée marginale, car de nouveaux droits pour les minorités continuent d'y être promus, mais le spectre des 3 F dont on a entendu parler, donc Fado, Futebol, Fátima, Trinité également vantée par la propagande salazariste, ne planerait-il pas en filigrane sur le pays? Que représente le Portugal aujourd'hui pour ses citoyens dans l'Europe, dans les urnes? Et quels sont les combats contemporains pour réinventer les valeurs que le pays porte, tantôt comme un étendard, tantôt comme un fardeau? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter aujourd'hui de répondre en compagnie de nos 3 invités. On a en notre compagnie Yves Léonard, historien, spécialiste de l'histoire du Portugal contemporain. Vous avez écrit de nombreux tableaux de travaux, pas de tableaux, vous n'êtes pas peintre. Peut-être que c'est des tableaux qui affichent un peu ce que représente le Portugal contemporain, dont Salazarisme et fascisme, que vous avez publié en 1996 aux éditions Chandaigne, mais également l'histoire du Portugal contemporain, aux mêmes éditions, si je ne m'abuse, en 2016. Et vous venez de publier Histoire de la nation portugaise chez Talandier. Nous avons également en notre compagnie Patricia Gaspard. Vous êtes ancienne chef de division au ministère des Affaires étrangères portugais. Et vous êtes aujourd'hui consul du Portugal à Strasbourg, et ce depuis 2019. Et nous avons enfin en notre compagnie José Alberto Rio Fernandes, géographe, professeur des universités au sein de la faculté des lettres de l'université de Porto. Et vous êtes spécialiste notamment des grandes villes portugaises. Mais vous nous l'avez dit un petit peu avant le début de cette table ronde, vous intervenez assez régulièrement dans les médias portugais, à la télévision, sur le papier. Alors j'aimerais qu'on commence cette table ronde en parlant de cette révolution des œillets qui a bientôt 50 ans. Peut-être Yves Léonard, vous pourriez commencer. Est-ce que la mémoire de la révolution des œillets, elle reste vive aujourd'hui au Portugal? Et quel regard mémoriel porte-t-on aujourd'hui sur cet événement? Ah ben oui, la révolution des œillets, ou 25 d'Abril, comme on dit au Portugal, ça reste un moment emblématique, c'est-à-dire que c'est en gros le socle, la base de cette démocratie qui s'est imposée sur les décombres de cette dictature, vous l'avez rappelé, qui avait près d'un demi-siècle d'existence. Donc c'est un moment fondateur, et c'est pour ça que la résonance même du 25 avril est si forte, c'est que en gros, elle sépare un avant d'un après en une journée, et ça, puisque vous parliez de comparatisme tout à l'heure, par rapport aux voisins espagnols, c'est évidemment une transition d'une nature totalement différente. Donc, le 25 avril reste un moment fondateur, et à ce titre est commémoré. C'est-à-dire que très rapidement, le 25 avril est devenu le jour de la liberté, et chaque année, il est célébré dans tout le pays par les Portugais. Donc c'est un moment très important. Après, sur ce rapport à l'événement lui-même, alors vous évoquiez la mémoire, effectivement la dimension commémorative, le caractère répétitif d'un certain nombre de phrases entourant le 25 avril configure un peu un espace de référence et un imaginaire collectif. Et donc ça c'est très très important. Après, il y a aussi toute la dimension, et c'est en gros un des enjeux
de la commémoration du 50e anniversaire, c'est la question du rapport à l'histoire. Et un rapport à l'histoire, évidemment, qui est en train de s'étoffer, de se compléter, complexifié par l'éloignement de l'événement, mais qui est une chance aussi. Hein, c'est toujours ce problème qu'on a en histoire très contemporaine. Quand on a à regarder un événement très très proche, il y a le rôle éminent, et c'est tant mieux, et c'est très important, des acteurs. Ceux qui ont fait le 25 avril, ceux qui quelquefois ne l'ont pas fait mais l'ont accompagné, ceux qui se sont opposés au 25 avril, et ces acteurs, puisque l'événement a 50 ans d'âge, évidemment, sont en train progressivement de s'effacer de la scène publique. L'an dernier, il y a eu le décès, par exemple, d'Otelo de Carvalho, qui était l'une des figures emblématiques du 25 avril, celui qui avait conçu un peu l'événement, la voix du 25 avril, Oscar, qui pilotait un petit peu les opérations de son poste de commandement le jeudi 25 avril 1974. Donc c'est tout ce travail-là qui est en train d'être réalisé avec de très très forts travaux d'historiens au Portugal, mais pas seulement, qui aujourd'hui permettent d'avoir une connaissance à la fois plus fine de l'événement, de le contextualiser, de le remettre aussi dans une séquence temporelle plus longue, mais aussi avec cette résonance, cette charge d'affect émotionnel, le jour initial, comme on dit, au dia initial, le très beau poème de Sofia Bello-Breiner qui a dit bien les choses, mais qui fait aussi que l'événement lui-même, quelquefois, il y a une dimension presque voilà, qui occulte et qui empêche aussi quelquefois de penser. Et puis, je terminerai mon petit propos sur la question des jeunes aussi au Portugal, pour que ceux-ci sachent, s'imprègnent, connaissent l'événement 25 avril. Et là, il y a un certain nombre d'interrogations que vous devez partager. Il y a, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, il y a des marges de progression. On sent que de toute manière, les affects, comme vous le suggérez, sont forts à l'intérieur de la société portugaise. Alors peut-être, Monsieur Rio Fernandes, vous vivez cela de l'intérieur, vous débattez politique, cette mémoire-là, alors qu'est-ce qu'elle suscite comme débat ? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Bon, le 25 d'avril, c'est encore très, très présent, je crois, pour beaucoup. Et même pour les jeunes, bon, il est étudié, il est une mémoire qui est transmise par les parents, surtout dans les écoles. Et c'est une chose que je crois que c'est vraiment présente. Alors, on a pour le Portugal, différemment de, je sais pas, d'Italie ou Allemagne, par exemple, la dictature, c'est très récente. Et ça donne peut-être une particularité à Portugal à propos de la présence de l'extrême droite, par exemple, qui fait que Portugal, c'est beaucoup plus conservateur en termes de politique. On n'a pas une extrême droite très forte. Une chose comme arrivé à Italie il y a quelques jours, ce ne serait pas possible à Portugal, bon, je ne crois pas, en quelques années. Hein. Alors je crois que ça a une relation avec le 25 d'avril et sa mémoire encore fraîche. Alors je dirais que c'est très présent. La démocratie, c'est vivante. Même s'il y a une certaine, comment est-ce qu'on peut dire, une certaine... c'est fatigué un peu la démocratie quand même. Hein. On peut remarquer là à Portugal. Mais j'aimerais dire une autre chose, c'est que quand on parle de Fado, football et Fatima, hein, j'aimerais dire que je comprends ça très bien. Hein, parce qu'à distance des pays, la caractérisation devient une sorte de caricature. Hein. Quand on va parler de, je ne sais pas, de Chine, hein, on a la caricature de Chine parce qu'on ne connaît pas très bien le pays. Hein. Quand on parle de, je ne sais pas, de Nouvelle-Zélande, hein, on a la caricature. Alors c'est normal quand on, à la distance à Portugal, qu'on parle de ces trois choses.
que peut-être était très forte il y a, je ne sais pas, 50 années, 60 années, 60, je ne sais pas. Peut-être quand on est à une grande distance de France, on pense à, je sais pas, Tour Eiffel, fromage, vin. Hein. Voilà, c'est la France. Alors c'est la caricature. Hein. Je dois dire qu'il y a beaucoup de Portugais, la majorité, qui ne va pas en église, hein, qui ne sont pas catholiques pratiquants. Alors Fatima, ça n'a rien pour la majorité des Portugais. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup le football. Hein. Peut-être ne sont pas la majorité. Hein. Peut-être la majorité aime le football, c'est vrai. Et après, quelle est l'autre chose? Ah, fado. Le fado n'existe pratiquement au nord du Portugal. Je viens du nord, je n'aime pas le fado. Il n'y a pas de maisons de fado au nord. Bon, elle vient du sud, elle aime le fado. Alors, c'est la différence à la géo. Hein. Le nord du Portugal, c'est plus connecté avec le nord d'Europe. Le sud du Portugal, c'est plus connecté qu'avec le Méditerranée, le sud d'Europe. Alors, il y a des différences. Nous ne vont pas aussi le en français. Oui. Não, corridas de touros, como é que se diz em francês? Bullfight, yeah. As touradas. Touradas. Bullfight. Taureau, le taureau. Hein? Il n'y a pas au nord de Portugal, il y a au sud. Voilà. C'est la géo, c'est la culture aussi. C'est la même chose pour le fado. Il y a pratiquement de fado au nord. Si vous vont en tourisme à Porto, vous aurez des difficultés à chercher des cases de fado. Hein? Alors, fado pour caricaturer Portugal, ça c'est seulement une partie de Portugal. Alors, ces choses de 3F, pour moi, c'est comme dire que la France est fromage, vin et Tour Eiffel. Alors peut-être Patricia Gaspard, pas nécessairement pour réagir à tout ce qu'a dit José Fernandez, mais peut-être pour parler de la démocratie depuis la révolution des œillets, parce que ce que vous avez dit, c'est quelque chose d'assez marquant quand même, que la démocratie est vivante, mais qu'elle s'essouffle peut-être. Oui. Patricia Gaspard, on a une seule constitution depuis 1976. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour la vie politique et démocratique portugaise? Ça implique qu'il a été fait par les deux majeurs partis politiques portugais qui ont gouverné le Portugal depuis le 25 avril, depuis 1976, parce que la révolution était un événement emblématique, comme il l'avait dit. Il avait aussi 3 lettres. Je voudrais parler des 3 D. C'est le décoloniser, de démocratiser et de développer. Et c'était une époque un petit peu révolutionnaire. Les personnes étaient libres. Les personnes ne connaissaient pas la liberté. Et seulement après 1976, la démocratie portugaise, je crois, elle est pleine, elle est calmée et elle s'est établie dans la vie du Portugais. Mais cette chose que vous avez demandé de la démocratie, c'est parce qu'il y a un compromis entre les principales forces politiques portugaises qui ne change pas. Elle a eu petit changement. Mais c'est vrai que c'est ce que l'extrême droite qui est maintenant au Parlement demande, parce que notre Constitution parle d'une société socialiste, et à cette époque-là, elle avait un sens un petit peu plus fort qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait une interférence, une influence très grande du Parti communiste et du Parti socialiste au Portugal, on peut le dire. Mais c'est vrai que c'est avec cette constitution qu'on a pu gouverner le pays jusqu'à maintenant,
que nous avons eu des gouvernements des droits, d'extrême droit, de centre, et quand même, elle nous a donné de la stabilité, c'est vrai, qui se reflète au rapport aux droits des travailleurs, par exemple dans le domaine de notre position dans le monde, notre diplomatie. Ce que j'allais vous dire, c'est que la position diplomatique du Portugal n'a quasiment pas changé depuis les années 70. Oui, depuis les premiers programmes de gouvernement, tous les programmes de gouvernement ont les mêmes objectifs pour la politique externe. C'est lesquels? C'est lesquels? Après 1976, c'était d'entrer dans l'Europe. Ça, c'était tout ce que nous voulons. De faire partie de ces clubs. C'est un club que nous considérons un club de démocratie, de droits humains, de développement. Et nous ne pouvons pas oublier que nous étions un pays pauvre, avec la plupart de la population analphabète. Je suis triste, mais c'est vrai. La plupart des personnes n'avaient presque rien. Il y avait beaucoup d'immigration. Les personnes n'avaient pas de travail. Elles fuient par la frontière avec l'Espagne pour la France, pour l'Allemagne, pour le Brésil. Et l'Europe était cette alternative. Parce qu'avec, il faut le dire, avec le 25 avril, on a perdu notre colonie, que c'était une source de revenus très importante pour Portugal. Okay? Et nous avons reçu beaucoup de personnes avec rien, qui sont venues d'Angola, Moçambique, tout cela. On avait besoin d'un club riche qui pouvait nous aider. Avant était l'EFTA et après l'Union européenne. Mais quand même, toujours, les pays qui parlent portugais étaient une priorité de notre politique externe. Même les colonies, tout cela, notre première préoccupation était de rétablir les relations diplomatiques avec ces pays. Le processus de l'indépendance était quand même attribué. Et il y a quelques personnes qui le critiquent, mais c'était ce qu'il était. Et je crois que ça, c'est toujours notre priorité. C'est l'Europe, c'est le pays qui parle portugais et les communautés portugaises. Alors Yves Léonard, peut-être, les priorités ont été stables, mais la relation entre d'un côté le Portugal et ses anciennes colonies, de l'autre côté le Portugal et le reste de l'Union européenne, ça n'a pas été un chemin lisse depuis les années 70. Ça a été, même au contraire, on peut le dire, un chemin semé d'embûches, un chemin conflictuel. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, peut-être, sur l'Europe et le Portugal? Sur l'Europe et le Portugal d'abord, peut-être. Oui. Alors, la première chose, ça vient d'être rappelé, c'est qu'il y avait une très très forte volonté des autorités portugaises de s'amarrer, d'adhérer à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement cette volonté de faire partie d'un club qui pouvait dispenser des aides et un soutien. Le deuxième raison, c'était aussi de dire, eh bien, notre démocratie est encore fragile, un demi-siècle de dictature, ça laisse des traces, et donc en adhérant à l'Europe, c'était aussi un moyen de conforter et d'aider cette jeune démocratie. Et puis la troisième raison, qui est liée à ce passé ultramarin, atlantique, c'était de dire aussi, on ne sort pas d'une histoire séculaire, 5 siècles de présence outre-mer, comme ça, avec en plus un conflit des guerres coloniales qui ont duré plus de 10 ans, douloureuses, qui ont entraîné pour partie la révolution des œillets. Et donc c'était ces trois raisons, en gros, qui ont motivé et expliqué que très tôt, les autorités portugaises, son Premier ministre à l'époque, Mário Soares, et puis son ministre des Affaires étrangères, Medeiros Ferreira, sont allés faire la tournée des capitales européennes pour déposer la demande d'adhésion, en étant au printemps 1977. Et cette affaire-là va durer longtemps, très longtemps. Le Portugal a fait cause commune, parce que c'était difficile de faire autrement à partir de 1977-78 avec l'Espagne,
qui également avait connu une transition à sa manière différente, mais avec la mort de Franco, une évolution qui justifiait une démarche commune, conjointe des deux pays ibériques. Et du côté des Européens, les attentes, évidemment, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et en gros, beaucoup de pays européens, futurs partenaires, s'interrogeaient sur un certain nombre de problèmes que pouvait engendrer cette adhésion des deux pays ibériques, notamment sur les questions agricoles, sur les questions relatives à la pêche, bien d'autres sujets. Donc ça a beaucoup traîné en longueur. Et le Portugal a vu, et l'Espagne ont vu passer devant, en quelque sorte, en 1981, la Grèce qui a adhéré avant. Les autorités politiques en Europe à l'époque étaient assez partagées. La relance, elle a eu vraiment lieu en 1984, c'est-à-dire que 7 ans après la demande d'adhésion, on sentait bien que ça traînait en longueur. Il y avait, on va dire, un alignement des planètes politiques en Europe à l'époque qui faisait que, en France, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, avait d'excellentes relations avec Mario Soares et avec Felipe González Comté espagnol. Donc, ils se sont vraiment motivés, entendus, et la relance a eu lieu au sommet de Fontainebleau en juin 1984. Donc là, d'un seul coup, une accélération très forte a eu lieu, et le Portugal a signé le traité en mois de juin 1985. Après, si vous voulez, sur cette longue séquence vis-à-vis de l'Europe, c'était les attentes qui étaient très fortes. Et donc, il y a eu une nécessité. Les retards, comme on dit, de développement étaient importants, donc qui justifiaient des aides importantes de la part de ce qu'on appelait la communauté européenne à l'époque. Et à sa tête, Jacques Delors, qui était le président de la Commission européenne, a joué un rôle aussi très actif pour canaliser, orienter des aides très importantes financières, structurelles, enfin bon, il y a toute une terminologie qui fait que pendant des années et des années, le Portugal a essayé, et c'était aussi une manière, puisqu'on parlait des valeurs, d'accéder à une forme de modernité économique et politique, de pouvoir donner l'image d'un pays qui se modernisait à grande vitesse et qui avait des taux de croissance exemplaires qui faisaient l'admiration, etc., etc. On est dans les années 90. Le point d'orgue, en quelque sorte, le sommet de ça, l'apogée, ça a été l'Expo universelle de Lisbonne, l'Expo internationale de 98, l'Expo 98, qui a signifié, qui a donné un signal fort, mais qui, là encore, a marqué. Alors ensuite, la suite a été plus difficile, mais qui était aussi très emblématique de cet ancrage très particulier du Portugal, à la fois très, très européen, très européiste, avec une grande partie. Alors les élites, on parlait du système politique, les deux partis phares qui étaient très européistes, et puis une grande partie de la classe politique. L'opinion, c'était un peu différent, mais il y avait une adhésion de fait, puisqu'il y avait des résultats, il y avait des aides, et on voyait concrètement des autoroutes, des infrastructures, des tas de choses qui se construisaient avec le drapeau européen. L'Expo 98, c'est ce moment où le Portugal dit nous sommes, effectivement, c'est la résultante, tout ce que nous avons réussi à faire, c'est grâce en partie à l'Europe, mais nous avons aussi un autre atout dans notre manche pour lui donner une visibilité forte. C'était le patrimoine des océans, comme on disait, avec le thème de cette expo, mais c'était aussi, 98, une commémoration. Ils l'ont organisé en 98, pas pour n'importe quelle raison. C'est parce qu'en 98, on commémorait le 500e anniversaire de l'arrivée en Inde de Vasco de Gama, le grand navigateur un peu emblématique de l'expansion maritime. Donc il y avait cette ambivalence qui est allée ensuite, non pas en s'accentuant, mais on marchait sur ses deux pieds en quelque sorte. Le pied européen et le pied atlantique, on va dire, de manière en pied atlantique qui se justifiait aussi par l'appartenance de longue date au traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire au système de défense de l'OTAN, qui faisait que le pays était membre fondateur en 1949 et avait toujours inscrit sa politique de défense dans cette logique atlantiste. Bref, tout ça pour vous dire très rapidement que ce chemin européen, eh bien, il s'est ensuite évidemment un peu détraqué, détérioré à la fin, au tournant du millénaire et dans les années 2000, avec les crises qui ne sont pas propres au Portugal, mais qui ont secoué toute l'Europe. La crise des subprimes notamment, venue très largement d'outre-Atlantique, mais pas que, qui a effectivement eu des répercussions très grandes, très fortes et dramatiques au Portugal, qui d'un seul coup s'est retrouvé, d'un seul coup, il y avait eu des signaux avant-coureurs, mais avec une force extrême et réduite
et ça en termes d'image, et évidemment ça a été à la fois très mal vécu de l'intérieur et aussi en termes d'image, de valeur que ça pouvait représenter, de solliciter l'aide ce qu'on a appelé la Troïka, mais du FMI, etc. Et ça, c'était aussi un retour au sortir de la révolution des œillets. Il y avait eu déjà des appels en 77, il y en avait eu en 83, voilà, il y en a eu plusieurs. Mais en 2011-2012, quand tout ça s'est mis en place, c'était au sortir d'une période où le Portugal s'était voulu aussi exemplaire, emblématique d'une modernisation à marche forcée, d'une européanisation très forte, d'une sécularisation de la société. On parlait du rapport à l'Église catholique, donc tout ça s'était effacé, enfin estompé assez fortement, et d'un seul coup, enfin avec des signaux avant-coureurs, la question de l'Europe aussi s'est posée avec une grande force lorsque les manifestations se sont développées en 2012 à travers tout le pays et que les phrases que je vais traduire élégamment, que la Troïka aille se faire voir, qui étaient sur toutes les banderoles des manifestations, on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait non pas une remise en question, mais une interrogation renforcée. Et on arrive au temps présent où là, les choses se sont de nouveau modifiées, avec notamment cette expérience très singulière qui a fait beaucoup pour le Portugal, pour le remettre à la fois dans une acceptabilité de l'Europe et aussi de la part de l'opinion publique faire sens, en quelque sorte, avec cette expérience très insolite qu'on a appelée la Geringonça, qui a été pointée du doigt, moquée sous le nom de Geringonça, mais qui était une alliance jugée impossible par le passé politique et de la révolution des œillets entre les différentes composantes de la gauche. Et oui, peut-être José Fernandez, vous pourriez réagir à ça parce que, en effet, le moment, et merci d'ailleurs, merci pour ce retour historique très enrichissant d'Yves Léonard. Le Portugal a été catégorisé comme l'une des composantes des PIGS au tournant des années 2010, qui est quand même une des notes. Ça a pu être un moment vécu comme une humiliation par les citoyens portugais et les membres, ceux qui déterminent les politiques portugaises. Le PIGS, on vous rappelle, c'est le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Comment ça a été vécu ? Comment ça a été vécu de le sud de France aussi. Hein. Oui, bon, ça, je vous laisse la discrétion de le décider. Mais c'était très intéressant d'avoir l'histoire contemporaine du Portugal en 5 minutes, en synthèse presque parfait, hein, mais ce n'est pas complète. Ça, c'est normal, 5 minutes. J'aimerais essayer de compléter un peu l'autre face de la monnaie, c'est cette ouverture à l'Europe, ça devient la solution pour Portugal après la dictature, bien sûr. Ça, c'est une lutte de Mário Soares, spécialement. Dans une occasion, on avait une tension au moment où on avait encore le mur à Berlin, alors l'Est vers l'Ouest, Russie, États-Unis, NATO, Pacte Varsovie. Et Mário Soares, c'était l'affront de tous les démocrates vers le Parti communiste. Et le Parti communiste était très fort avec le support de l'Union soviétique. Et Mário Soares avait l'idée, la vision de l'Europe. Alors c'était l'Europe ou le communisme. Et le communisme avait beaucoup de support au Portugal après la dictature. Il y avait aussi une troisième hypothèse, c'était troisième voie, la Yougoslavie, choses comme ça. Oui. Les non-alignés. Choses comme ça, oui. Melantoun et des autres jouaient dans cette neutralité, voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle signifie, cette alliance contre nature entre les différentes composantes de la gauche ? Oui. Bon, après, Mário Soares triomphe. Et on peut dire que Portugal, après les premières élections, c'est une alternance toujours au centre-gauche, au centre-droite. Alors, Parti socialiste,
qui est maintenant au pouvoir, au Parti social-démocrate, qui c'est centre-gauche, centre-droite. Hein. Alors c'est comme ça, pendant tout ce temps. Alors c'est une continuité très européenne, c'est vrai. L'autre face de la monnaie, et je vais répondre à la question, hein. L'autre face de la monnaie, c'est que l'ouverture vers l'Europe devient un problème pour une économie très traditionnelle qui jouait un rôle un peu comme l'Inde ou la Chine vers l'Europe, hein, qui faisait des vêtements, des chaussures, différentes choses qui deviennent moins chères. Il y a alors une économie très exportatrice vers l'Europe. Et après, le prix monte et on pouvait acheter directement à Chine, à Indie, ou après à Pologne, à Roumanie. Et alors, Portugal a beaucoup de problèmes, hein. Et surtout au nord, la géographie, une autre fois. Beaucoup de problèmes, hein. Et elle devient une économie très tertiaire des consommateurs, surtout des consommateurs, devient une économie très dépendante du tourisme et toute la géographie se transforme beaucoup, hein. Maintenant, l'économie c'est très dépendante du tourisme en termes d'exportation. L'exportation du tourisme, parce que le tourisme c'est une exportation, c'est une forme de devenir de l'argent, devient très très important. Le pays, c'est très différent ce qu'il était au temps de Salazar, mais très, très différent. Hein. Ce 3F, c'est rien maintenant, vraiment. Hein. Parce que c'est un pays de touristes, c'est un pays, les prix au centre-ville, c'est une chose étonnante, hein. C'est un pays très différent. Allons-y. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette ouverture, et surtout avec l'euro, hein, on remarque la fragilité de Portugal. Il devient très difficile pour Portugal de se maintenir en Europe. Il faut voir si on gagne ou on perd être européen dans l'Europe de l'euro. Hein, parce que je crois qu'on perd, vraiment. Hein. Bon, mais c'est en discussion pour les économistes. C'est une autre discussion, mais... La question c'était La question, elle avait un lien avec la réponse que vous venez de faire. Okay, c'était dans ce contexte-là, elle n'est plus tellement contre nature, en fait, l'alliance de la gauche entre les communistes et les socialistes. Non, elle n'existait pas. Elle n'existait pas avant, non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Okay. Qu'est-ce qu'elle représente? Ah, très bien, très bien. Dans ce contexte où justement l'Europe n'a plus le rôle qu'elle avait. Ok, bon, ça c'est très curieux, oui. Il faut expliquer historiquement les choses. Regardez, je viens de dire que Mário Soares et la démocratie portugaise se fait contre le communisme. Okay? Dans la première phase, c'est avec la dictature de Salazar. Okay? Ça, c'est le 25 avril. C'est contre Salazar. Mais après, il faut faire des élections. Les communistes n'aiment pas les élections. Il faut faire les élections. Et ça, c'est le rôle de Mário Soares. Tout le monde est avec Mário Soares, mais c'est Mário Soares et le Parti socialiste. Parce que les autres partis, ils sont comme les fascistes. Hein? Ça, c'est le mot dans la rue. Alors, seulement Mário Soares s'est accepté, parce que c'était le Parti socialiste. Et on ne peut pas dire que le Parti socialiste est fasciste. Hein. Personne ne va trouver ça vrai. Et alors, Mário Soares, il devient le vainqueur, le Parti socialiste devient vainqueur dans les élections. Et Mário Soares et Álvaro Cunhal, le communiste, il devient une sorte d'ennemi. Hein. Ce n'est pas possible de faire quelque alliance des socialistes avec les communistes. C'est impossible. Impossible. Il devient possible seulement il y a 5 ans. Avec ce n'est pas Cunhal, ce n'est pas Mário Soares. C'est António Costa. Les protagonistes sont autres. Le temps, c'est complètement différent.
Et c'est une alliance, ce n'est pas une alliance pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est le Parti socialiste, et les communistes seulement disent qu'ils vont le supporter, vont voter positivement dans l'Assemblée de la République. Un soutien critique. Mais oui, c'est un soutien critique, oui. Sans participation au gouvernement, hein. Pas de ministre, pas rien de rien. Hein. Ils vont seulement voter favorablement. Et quelle est la situation? C'est un peu comme être un front pour le fascisme. C'est le front pour la Troïka, le front pour le néolibéralisme, que c'était Pasquale. C'était le parti social-démocrate qui devenait un parti libéral, de privatisation, très ami des partis néolibéraux européens. Et alors, pour ça, le Parti communiste faisait fermer les yeux et disait « Ok, on va supporter le Parti socialiste ». Et le Parti socialiste fermait les yeux et dit « Bon, on va supporter les communistes ». Mais pas des ministres, seulement pour supporter le gouvernement pendant 4 années. Hein. Mais c'était très difficile pour les deux. Hein. Mais oui, Patricia Gaspard, justement, le paysage politique s'est recomposé. La géographie du pays s'est recomposée. On a devant nous ce qu'on appelle, c'est plus le nord et le sud, c'est ce qu'on appelle le Portugal dual. Oui, le nord c'est plus conservateur, alors, je crois, plus à la droite. Et le sud plus à la gauche. Oui, mais dépassons cette opposition-là, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opposition entre le Portugal côtier, le Portugal des grandes villes et le Portugal de l'intérieur. Il y a un Portugal rural et il y a un Portugal urbain. Comment réconcilier ces partis-là, qui ne votent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes aspirations? La jeunesse est de moins en moins nombreuse. Les nous jeunes avons un problème partent avec du pays. Donc, on a en même temps ça et en même temps une recomposition du paysage politique où les communistes sont prêts à voter avec les socialistes pour combattre le fascisme, pour combattre la Troïka. Et de plus, l'extrême droite commence à se réveiller, avec un certain retard, certes. Mais comment vous faites pour répondre à ces fragilités-là dans le gouvernement? J'aimerais dire une chose avant, c'est-à-dire que la politique est faite par les politiciens qui sont des personnes comme nous. Et cette alliance avec les partis communistes, à mon avis, ne peut pas être faite par António Costa, qui avait une liaison très proche avec le Parti communiste. La mairie de Lisbonne a été déjà était administrée par le Parti socialiste avec l'appui du Parti communiste. Et c'est vrai que nous avons un Parti communiste, mais qui est toujours à les élections, qui adhère au système démocratique. C'est sûr qu'il est lié à un syndicat et qu'il met les personnes dans la rue. Mais la vérité, c'est que la Troïka et cette partie PSD qui est très néolibérale, les personnes ont été fatiguées parce que les salaires baissaient, les personnes n'avaient pas d'emploi, il y avait beaucoup de chômage, et je crois que l'espoir était la gauche. Évidemment que le Parti communiste n'a pas pris part du gouvernement parce qu'il est toujours opposition. Ça a marché, ça permet de stabiliser le pays. Les autorités européennes, il faut le dire, avaient beaucoup de doutes sur ce système-là. Tout le monde regarde le Portugal comme c'est pas possible, le Parti communiste et bloc de esquerda. C'est plus à gauche que le Parti communiste, ça c'est les jeunes révolutionnaires. Mais quand même, ça a marché. Ça a marché, ça a mis le pays dans un chemin de stabilité, je crois que les choses, même les autorités européennes nous ont donné des crédits et les choses sont améliorées. La question est que le Portugal a des déficits structurels. Et je crois qu'il y a depuis toujours. Un de ces faiblesses,
c'est la question des formations. Nous n'avons pas de personnes formées avec la formation adéquate pour avoir une capacité, mais est-ce qu'on peut dire, une croissance pour croire. Pour avoir une économie en croissance, il faut avoir des productivités. Et pour avoir des productivités, nous avons besoin de personnes avec des formations adéquates. Et c'est vrai que nous n'avons pas. Nous avons des personnes très âgées, la plupart qui sont très âgées. Nous avons un tissu empresarial qui a la plupart des petites entreprises. Les petites voilà, oui, entreprises. Les petites entreprises qui ne donnent pas de formation à ses employés. Ce sont des entreprises familiales. Et ça, c'est la plupart. Seulement les grandes entreprises donnent des formations, ont une vision plus moderne et plus de marché. Et ça, c'est une faiblesse structurelle. Et ces entreprises sont surtout localisées dans le littoral. Ils travaillent sur le littoral. Et ça, c'est un problème grand. La plupart de l'intérieur, les personnes ont immigré. Si nous demandons à des Portugais qui sont ici, la plupart, c'est de l'intérieur, je suis sûre. Cela, ils sont immigrés, ils n'avaient pas de boulot, ils sont sortis. Mais quand même, nous avons maintenant ce qu'on appelle une ministre de cohésion territoriale. Je crois que nous avons conscience de cela, mais c'est quelque chose de structurel. Ça va prendre beaucoup de temps pour être différent. J'aimerais bien donner quelques exemples, par exemple, de ce que nous sommes en train de faire pour invertir cet mouvement. Par exemple, si je peux. Par exemple, je pense à Covilhã. Vous savez où Covilhã? Covilhã, c'est une ville à l'intérieur du Portugal qui a une université qui, au moment, c'est un grand centre d'ingénieurs IT qui a plus de 1000 ingénieurs IT étrangers qui peuvent travailler du Portugal pour n'importe où. Ça, c'est dans ce domaine que le Portugal a fait beaucoup d'efforts avec des IT et de quelques villes de l'intérieur. Mon collègue ici peut parler mieux que moi. On fait un effort d'investissement. Ça donne des personnes qualifiées. Ils sont mariés, il y a des familles qui sont là, mais il y a peu d'exemples et peu d'attractivité à l'intérieur. Et c'est vrai que l'autoroute n'est pas suffisante. Il y a peut-être, à mon avis, pendant les années de grand argent européen, nous avons fait très investissements très grands dans des infrastructures physiques, mais nous avons oublié que pendant 40 ans, nous n'avons qu'un alphabet et qu'il faudrait investir dans la formation des personnes. On a fait cela, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Et dans ce contexte-là, Yves Léonard, justement, quelles sont les nouvelles valeurs, justement, puisqu'on parle de valeurs, il faut revenir sur il faut retomber sur nos pattes quand même, que les jeunes revendiquent aujourd'hui dans ce contexte-là où la division territoriale est si forte. Est-ce qu'il y a de l'espoir qui reste? Ah ben bien sûr, il y a toujours de l'espoir. Oui, mais quel genre d'espoir? Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, il y a effectivement à la fois des prises de conscience et un des soucis auxquels est confronté le Portugal, au-delà de ces questions dites structurelles, bon, la formule, mais c'est comment concevoir, se projeter dans l'avenir avec une espèce, on va dire, de programmation, un axe clair à l'horizon des 15-20 ans qui viennent. Et ça, c'est quelque chose, je me souviens avoir participé il y a une dizaine d'années, c'était
à la Casa Mateos, à Villarreal, il y avait toute une réflexion sur le Portugal à venir, etc. C'était il y a 10 ans. Alors, on réfléchissait à des grandes perspectives, etc. Mais du point de vue institutionnel, du point de vue un petit peu de la réflexion et de la projection sur le moyen et long terme, c'est un réel souci. Alors après, sur la question des jeunes, il y a les problèmes de formation, mais on a été confronté, il y a quand même eu, grâce à l'Europe notamment, il y a eu, on va dire, le système Erasmus, ou du moins les échanges, etc., qui ont été favorisés par ce biais-là, une formation qui est montée en régime, montée en gamme, comme on dit. Mais le problème du Portugal auquel il est confronté, c'est que, voilà, à partir du moment où, face à une crise comme celle au moment de la Troïka, etc., qu'est-ce qu'a dit le Premier ministre de l'époque? Il a dit, mais partez, quoi, en quelque sorte. Allez-y, sortez d'ici. Et parce que vous aviez des gens des professions de santé, des ingénieurs, des gens qui avaient une formation qui n'avait pas d'avenir au Portugal. Et qui n'avait pas d'avenir parce qu'il n'y avait pas à la fois de travail, et aussi, il y a quand même un problème qui est, alors là, structurel au Portugal, la question du salaire, des rémunérations. À partir du moment où vous avez une évolution qui est celle qui sera peut-être développée dans des très grandes villes comme Lisbonne, Porto principalement, où vous avez une augmentation considérable le niveau pour la vie au quotidien qui coûte de plus en plus cher pour se loger, etc., pour un certain nombre de raisons qui sont liées au tourisme, mais pas que, avec des bulles spéculatives, des investissements, bon, bref. Il y a un problème de la question du salaire, de la rémunération au Portugal. Donc vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont quelquefois quand même mieux formés qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans, mais qui ne trouvent pas de travail, ou quand ils trouvent du travail, bon, c'est ce qu'on appelle les bullshit jobs, enfin toutes ces choses-là qui sont extrêmement un vrai souci. Donc le Portugal se doit, et notamment dans une réflexion avec ses partenaires européens, l'espoir dont vous parliez, il est là. Il est là. Le potentiel est là. Il faut simplement aujourd'hui repenser un certain nombre de leviers de développement de l'économie qui ne sacrifient peut-être pas tout à la croissance du PIB, toutes ces choses-là. On va l'évoquer, l'économie verte et bien d'autres sujets. Mais il faut surtout, et c'était l'un des enjeux au moment de la Gerigonça, on est passé sur la question du salaire minimum notamment, qui était lorsque cette volonté quand même d'en finir avec ces politiques à la fois très austéritaires, néolibérales, comme vous l'avez dit, la Gerigonça, quand elle s'est mise en place, c'était aussi l'aiguillon de la troisième formation, le bloc de gauche en l'occurrence, qui disait mais le salaire, quoi. Il faut augmenter les salaires, et les relances par la demande aussi, hein, il faut une relance par la consommation. Bref, tout ça a été expérimenté. Et je pense qu'il ne faut pas à la fois l'oublier et il faut le fortifier. Et si la formation, effectivement, est un levier essentiel, on ne parviendra pas à résoudre, ou du moins à trouver des perspectives, si, à la base, et ça c'est un vieux problème au Portugal, parce que vous l'avez évoqué, au moment évidemment de la dictature, où ensuite vous aviez une économie extrêmement déséquilibré avec, en gros, le Portugal à la veille de la Révolution, qui était, bon, il y avait une dominante rurale, mais pour le secteur industriel, qui était la factory de l'Europe à bas coût. Hein, on produisait avec des coûts de production extrêmement faibles et donc des salaires et une organisation afférente qui était comme... Donc, on n'en est plus là, mais il faut sortir de cette logique qui a été trop longtemps celle... Quand on lit les historiens à la fin du 19e siècle, les Oliveira Martins, tous ces gens-là qui disaient mais où est l'usine? Où est le développement? Où sont les capacités de production? On ne transforme rien et quand on le fait à vil prix et c'est les autres qui viennent nous piller. C'était un peu ça. Il disait les choses un peu mieux, mais dans ses réflexions. Et quelque part, voilà, dans beaucoup de secteurs. Donc je pense qu'il y a cœur de la réflexion qui doit être menée et de ces projections et de penser vraiment le futur. Je pense que c'est une question clé. Alors, ce n'est pas simple, mais pour autant,
Et ça renvoie à la question des orientations européennes, parce qu'en gros, au moment de la Geriganza, quand ça a fonctionné, c'était de dire, bon, il y a des parts non négociables vis-à-vis de l'Europe, et comme ministre des Finances, Mario Centeno, qui a acquis les lettres de noblesse en disant, bon, c'est le Mozart de la finance, on disait, enfin ce genre de choses, et qui en gros était fait pour ne pas poser de nouveau un certain nombre de sujets. Donc, voilà, c'est comme la poussière qui va sous le tapis. Il faut poser ces sujets, et la question des jeunes, elle est fortement corrélée à ce problème. Voilà. José Fernandez, vous vouliez répondre? Bon, je pense à le problème géographique, c'est les pays sans frontières. Hein. Ma fille travaille à Norvège. Mon fils travaille à Munich, en Allemagne. Alors, je pense que s'ils sont fuis de Portugal ou s'ils ont la volonté d'émigrer. Et je crois qu'ils ont la volonté d'émigrer. Hein. Mon fils travaille à Satellite, à Munich, c'est très bien. Ma fille travaille dans une entreprise environnementale, celle qui gagne plus dans la famille, en Norvège, elles vivent très très bien. Alors je crois que c'est bon qu'on est en Europe et qu'on regarde l'Europe comme mes parents regardaient peut-être le nord de Portugal. Hein. Alors tout c'est prêt, hein, tout c'est facile. Je crois que ce regard vers Portugal ne doit pas être un regard de quelque chose de fermé. Hein. Alors ce que je regarde, c'est que mes étudiants à l'université, après ces études, quelques-uns ils vont travailler pour France, pour Allemagne, pour n'importe où. Et il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent à Portugal travailler. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui viennent à Portugal travailler. Il y a beaucoup de gens de tout le monde qui viennent à Portugal travailler. Par exemple, un autre échange très important à Portugal, c'est qu'il maintenant un pays où il y a plus d'immigrés que d'émigrés. Hein. Il y a plus de gens qui viennent que de gens qui vont. Alors, même si c'est toujours un pays très ouvert. Et je ne suis pas d'accord à propos de cette chose de formation. Hein. Nos universités sont très très bonnes. Hein. Ah non? Ah bon, ok. Alors je suis d'accord, je n'ai pas bien compris. Non. Incident Je ne diplomatique. parlais pas de formation supérieure. Ah, ok. Je parlais de formation des personnes qui travaillent dans les entreprises. Ah, de la formation continue, d'accord. Oui, c'est ça. Ok, C'est pas bon. de formation. Ok, très bien. Mais pour autant le pays n'est pas condamné à devenir juste un paradis pour les travailleurs américains Oui. Le Portugal n'est pas nécessairement condamné à devenir la Californie de l'Europe, et les villes ne sont pas condamnées à devenir des Airbnb géants. Je crois que vous avez écrit sur le sujet. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais bon, c'est un thème très intéressant. Mais il y a une volonté de réguler ce secteur, on est d'accord? Oui, il faut réguler ça, oui. Mais ce que je crois, c'est que, bon, il y a un mouvement dans le monde, hein, il est écrit, il est étudié, un mouvement dans le monde pour capter du talent. Hein. C'est plus important peut-être même que le gaz, le pétrole russe, hein, le talent. Des gens qui font de la richesse des endroits, des territoires, des pays, du monde. Hein. Les gens qui sont capables de transformer, d'innover, de ne faire la routine. La routine, c'est important, bien sûr, mais on peut changer les gens facilement. Faire des choses différentes, devient plus difficile. Alors, ce qui arrive à Portugal, est-ce qu'on a beaucoup de gens avec du talent, des ingénieurs, beaucoup de médecins. Et alors, on manque de médecins à Portugal parce qu'ils vont en Angleterre surtout, des infirmiers aussi, des ingénieurs. Ils vont beaucoup pour Allemagne, hein, où ils gagnent beaucoup plus qu'au Portugal.
Alors on a des problèmes avec beaucoup de professions. Mais au jour aussi dans des professions de travail civil, hein, pour faire des bâtiments, choses comme ça, elles vont pour France par exemple. Alors on a des problèmes pour beaucoup de professions. Mais on attire aussi des gens pour travailler. Alors c'est le monde, c'est comme ça. Il est en compétition pour beaucoup de travaux. Et je crois que on n'est pas bien dans cette compétition au Portugal. On n'attire pas beaucoup de talents pour Portugal. Ça, c'est un problème. Et alors, en termes de compétition, nous ne sommes pas très bien. Il faut travailler là. Je ne vois pas mon gouvernement à penser ça très, avec l'importance que le problème mérite. Mais oui, on a quelques compétences ou quelques conditions qui sont fortes. Par exemple, nos villes sont très intéressantes pour vivre. Il y a beaucoup de confort, il y a de sécurité. Les gens, les Portugais, ils aiment recevoir les autres. On peut venir à France et parler français comme moi. Ce n'est pas très bon, mais je parle mieux l'anglais, mais bon, je parle pas mal le français quand même. Je veux parler l'espagnol. Et si un espagnol vient en France, ce n'est pas aussi bien. S'il va en Angleterre, il a des difficultés. Alors, normalement, les Portugais, ils aiment, je ne sais pas, mais aimer les autres. On a ce type de choses. Alors, c'est très bon aller au Portugal. Il y a beaucoup de touristes, il y a des gens qui vont travailler à Portugal. Alors maintenant, les Allemands ont transformé cette chose d'attirer les ingénieurs pour aller en Allemagne. Maintenant, ils bâtissent les usines à Portugal. Il y a beaucoup d'usines, des entreprises qui sont construites, par exemple, autour de Porto, beaucoup. Et les ingénieurs travaillent là. C'est une autre forme de faire les choses. Peut-être c'est moins cher pour les entreprises allemandes et peut-être c'est mieux pour Portugal. Alors il faut regarder ce type de choses. Aussi le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour les entreprises aux États-Unis. Ils travaillent à Fundão, par exemple, à différents endroits à Portugal. Il y a tout un autre monde qui est en découverte. Il faut voir ce qu'il arrive surtout auprès des plus jeunes. Et pas de fado, football, Fatima, s'il vous plaît, pas de la caricature. Il faut voir auprès des plus jeunes des Portugais ce qu'il se passe. Surtout les gens qui viennent de faire l'université, qui font des doctorats, le postdoctorat, qui sont au centre de recherche, demander ce qu'il se passe à ce type de gens qu'ils peut-être ils ne vont pas à l'église, peut-être ils n'aiment pas le fado, peut-être ils n'aiment pas le football. Mais ils sont portugais, ils sont le futur de Portugal. C'est le type de gens que je crois que feront le futur de Portugal. Merci. Yves Léonard, vous vouliez dire peut-être une parole conclusive Alors, non, mais c'est moi qui conclurai, évidemment. Voilà, conclusif. Pour être conclusif, vers où vous voyez le Portugal évoluer avec tout ce que vient mentionner José Fernandes et tous les efforts politiques du gouvernement que mentionne Patricia Gaspar? Beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que je voulais ajouter peut-être, parce que j'évoquais la question des salaires, des rémunérations, et une autre question aussi qui concerne pas que le Portugal, mais qui est assez forte au Portugal, c'est la question démographique aussi. Il faut l'avoir en tête parce que c'est un pays qui aujourd'hui, et ça peut expliquer aussi à la fois l'ouverture et le recours à l'immigration, enfin ce basculement, qui est en train de se dépeupler, c'est-à-dire à choses égales et sans orientation, sans modification. C'est un pays qui, à l'horizon de 2050-2060, qui compte aujourd'hui un peu plus de 10 millions d'habitants, qui en comptera un peu plus de 8. Oui, donc on est sur, si vous voulez, sur une... voilà, c'est un vrai enjeu, un vrai questionnement,
Et évidemment, les autorités se posent beaucoup de questions autour de ça. Il y a ce recours possible à l'émigration, mais effectivement, il y a des postes de travail aujourd'hui qui ne sont plus pourvus et auxquels on pourvoit par le recours à une émigration venue notamment des pays de l'Est, des pays d'Europe centrale et de l'Est, mais pas que. Bref, ça c'est un sujet, un vrai sujet. Après, les sujets effectivement qui sont émergents, et cette volonté aussi que le Portugal a d'incarner une forme, on va dire, d'ultra-modernité, le high-tech qui a été évoqué tout à l'heure, le Web Summit, toutes ces choses-là, enfin bref, ce qu'on pourrait appeler en bon français une start-up nation ou autre, est très très présent au Portugal. Alors, il y a un atout en termes de la Californie de l'Europe. Il y a un atout, c'est que déjà, il y a le pont du 25 avril qui existe, donc pour rappeler San Francisco, c'est parfait. Il y a cette analogie, donc il y a déjà le pont. Ensuite, voilà, il faut pas se... Enfin, ces nouveaux enjeux, ces nouvelles perspectives ne doivent pas être non plus occultants ou masquer ce qui aussi est le cœur et la plus grosse partie de la population portugaise. Donc il faut, là il y a un vrai sujet de questionnement, et puis je terminerai, mais je pense que vous en direz un mot bien mieux que moi, c'est effectivement ces ouvertures qui sont à la fois géopolitiques, mais aussi économiques, autour des problématiques liées à ce qu'on appelle l'économie bleue, qui est un des axes majeurs aujourd'hui de la diplomatie portugaise, mais aussi d'orientation à venir, à condition de se doter d'un véritable plan de réflexion et une sorte de programmation de perspective. Mais on sent bien que là, avec les archipels, notamment atlantiques, qui restent, les Açores et Madère, qui restent aussi quelque chose, voilà, on a là, avec les zones économiques exclusives, enfin toutes ces problématiques, un enjeu fort, et c'est d'ailleurs, c'est illustré par le rôle qu'a joué le Portugal quand il a présidé l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne l'an dernier. C'est encore le cas aujourd'hui, avec le relais des Nations Unies. Et bon, on rappelait quand même que le Portugal a eu ces dernières années à la tête de ces institutions des personnalités portugaises. António Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, est portugais, a été Premier ministre au Portugal dans les années 90, socialiste. Et donc socialiste. Et c'est un enjeu fort. Et là, on sent bien, il y a des résonances, il y a des relais, et c'est une constante et qui renvoie. Alors là, l'historien, quoi, qui va dire, c'est aussi ce renvoi à cette histoire longue, séculaire du Portugal. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir aussi bien répondu à cette question, et merci à vous d'avoir été aussi attentifs. Alors, à cette table ronde se succède un moment de questions du public. Vous avez la possibilité de poser vos questions à nos trois invités. C'est moi qui vais faire circuler les micros. Alors, est-ce qu'il y a des micros flottants par hasard ? Je ne sais pas s'il y en a. Bon, c'est pas grave. Si vous parlez assez fort, je pense que vous pourrez vous faire entendre. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame. Est-ce que vous avez des soucis avec les flux migratoires venus d'Afrique noire ? D'Afrique subsaharienne, je pense que c'est ce que Madame voulait dire. Les anciennes colonies, par exemple. Nous avons reçu beaucoup de personnes des anciennes colonies après le 25 avril. Les personnes sont venues pour travailler au Portugal, surtout d'Angola et de Cap-Vert. Nous avons quelques soucis d'adaptation parce qu'ils avaient des enfants qui sont nés au Portugal et qui n'avaient pas la nationalité portugaise. Et ça a été un problème pour les futurs. Nous avons changé la loi de nationalité. Les enfants des Africains qui sont nés au Portugal et qui ont toujours vivre là, ils sont déjà des Portugais. C'est une troisième génération que nous avons des Africains là. Je crois qu'au niveau de migration et au niveau d'intégration, nous n'avons pas parlé de cela, mais Portugal, c'est un pays qui a une politique d'intégration des migrants très, très bien. Elle est très reconnue dans le monde. Il y a des choses qu'on fait bien et ça c'est ça.
le professeur a dit que nous aimons les gens, et c'est vrai, on les intègre et on les reçoit très bien. Non, je ne crois pas qu'il y a des soucis avec les communautés africaines au moment. D'autres questions? Oui, madame. Oh, c'est pour moi? Ok, ok. Bon. Il y a beaucoup de temps que nous parlons au Portugal des clusters de la mer. Nous sommes c'est petit, c'est pas petit, mais c'est un petit pays continental, mais nous avons une large zone économique exclusive. Nous avons au moment une demande d'élargissement de plateformes continentales, c'est-à-dire que Portugal n'est seulement cet rectangle, c'est tout ce qu'est la mer. Et maintenant, nous avons des archipels aussi, oui, bien sûr. Et nous avons à ce moment-là beaucoup de recherches dans le domaine de biotechnologie, dans tout ce qui concerne la mer. Par exemple, nous avons la plus détaillée investigation sur tous les types d'algues marines. C'est au Portugal, c'est en université portugaise. Le problème, comme toujours, c'est que nous avons besoin de partenaires parce qu'il faut partir, avancer pour une large escale. Tout ce qui est fait par l'industrie pétrochimique peut être fait maintenant par l'industrie par biotechnologie. Mais ça a besoin de beaucoup d'argent et de partenaires. Et c'est ça l'économie bleue. C'est tout ce qui est lié à la mer pour contribuer, pour décarboniser, ce que nous avons besoin plus que jamais, et pour avoir une industrie liée à la mer. Et ça, c'est l'économie bleue, l'économie des océans. On dit que le Portugal dépend beaucoup d'énergie renouvelable, donc on parle beaucoup de crise énergétique en ce moment. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler comment ça se passe pour le Portugal sur le plan des ressources? Nous sommes d'accord qu'avec les données que j'ai prises, nous sommes le troisième pays de l'Europe qui utilise plus les énergies renouvelables. Le plus. Nous utilisons peu de gaz. C'est vrai que notre climat nous aide. Nous n'avons pas, nous sommes ici tous avec notre veste et tout cela, mais au Portugal, les personnes ne sont pas comme cela. C'est vrai que les prix de l'électricité a monté, les prix de combustible a monté, mais je ne crois pas qu'on aura une crise énergétique. Mais je crois que les professeurs Rio Fernandes, pas le professeur. Oh, José. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a beaucoup de temps, pendant la dictature, qu'il y a une option pour l'énergie hydroélectrique. On a des fleuves qui sont des fleuves presque de montagne. Même le Douro, qui est à la fin, après l'Espagne, il devient en rivière de montagne pour des motifs géologiques que je ne vais pas parler. Alors, c'est facile de faire des barrages, oui, d'électricité hydroélectrique. Et aussi, surtout dans le nord Portugal, il y a beaucoup des hydroélectriques. Alors, on produit beaucoup d'énergie par là. Après, pendant le gouvernement de Socrates, il y a une vision de faire beaucoup d'énergie, clean energy. Énergie propre, voilà. Mon français plus récent, manque de mots. Énergie propre et surtout du vent, énergie du vent. On a beaucoup de ça là. Alors pendant quelques jours, ou pendant quelques semaines, il est possible au Portugal d'avoir seulement d'énergie propre. Alors solaire aussi, mais surtout du vent et hydroélectrique. On est très fort à ça. Hein. Et on a fini l'énergie par charbon et pétrole, je crois aussi.
Alors seulement il y a du gaz, mais pas très important. Oui, c'est ça. D'autres questions? Monsieur? Sur la partie historique, le début, Yves, et Et puis, ensuite quelqu'un d'autre. J'ai pas compris. Vous avez dit que nous étions colonisés par non, l'Angleterre. l'inverse. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, bien sûr, c'est Oui. la plus ancienne alliance du monde. Non, on va célébrer l'an prochain le 650e anniversaire de l'alliance luso-britannique, la plus ancienne alliance en Europe. Elle a été signée, conclue en 1373, c'est-à-dire dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Et cette alliance, qui a été confortée quelques années plus tard, a eu des conséquences nombreuses pour le Portugal. Elle a été renouvelée à plusieurs reprises et elle n'a jamais été remise en question, elle n'a jamais cessé, malgré des hauts et des bas. Et c'est vrai que les Anglais, pour la France notamment, ça explique, puisque aussi, quelquefois, le regard un peu, alors teinté d'ignorance aussi, mais beaucoup de stéréotypes, on l'a rappelé, est lié à l'immigration, sur l'image qu'on a du Portugal et des Portugais. Mais c'est lié aussi à cette histoire longue diplomatique qui fait que le Portugal était l'allié de l'Angleterre. Et quand vous connaissez l'état des relations longtemps entre la France et l'Angleterre, ça a toujours été un vrai souci d'interrogation, un vrai sujet d'interrogation. Ça a été le cas évidemment au moment des guerres napoléoniennes qui n'ont pas laissé un très bon souvenir de la France au Portugal au début du 19e siècle, à Porto notamment, dans le nord. Et ça a été le cas aussi au moment de la fameuse crise de l'ultimatum en 1890, où les Portugais se sont retrouvés très seuls lorsque les Anglais leur a dit écoutez, vos projets de faire la carte rose d'est en ouest d'Angola, Mozambique, eh bien, vous oubliez, parce que nous, on veut faire la liaison nord-sud avec Cecil-Roll, le Cap Le Caire. Alors, le roi du Portugal, les autorités portugaises, on est en 1890, ont dit non, on va essayer de continuer. Mais le lendemain, il a dit oui, parce qu'il a fait la tournée des capitales européennes, et les Français notamment ont dit mais c'est un problème intérieur. C'est un problème, c'est votre allié. Donc, où est le problème? On ne va pas se mettre là-dedans. On était avant l'entente cordiale en plus. Donc, bon. Donc, l'Angleterre et le Portugal ont toujours, paraît-il, lié avec une mise en coupe réglée de l'économie portugaise. Si vous connaissez la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, il s'est quand même beaucoup inspiré du modèle du traité, le traité de Messuen au début du XVIIIe siècle, qui consacre d'une certaine manière, même si beaucoup de choses à dire sur ce traité, mais qui donne le ton, si vous voulez, de l'exploitation, en gros, ou du moins de commerce déséquilibré, désavantageux pour le Portugal. Mais le Portugal a toujours été dépendant, notamment outre-mer, pour assurer la protection de ses routes maritimes, a toujours été dépendant de la Navy, la marine de guerre britannique au XIXe siècle, etc. C'était une condition sine qua non, et à partir de là, au XXe siècle, très longtemps, y compris sous la dictature de Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la contingence très forte, le Portugal était lié, et malgré des velléités d'aller voir ailleurs, et notamment pendant la Seconde Guerre du côté de l'Allemagne, eh bien, le Portugal s'est retrouvé obligé avec la question des archipels atlantiques, des Açores, et la question du commerce et de ces routes maritimes que seuls les Anglais pouvaient sécuriser. Et je vous épargne tous les financements, les emprunts, et que Londres était finalement là où tout se jouait pour les finances portugaises très longtemps. Donc, jusqu'en 1986, ça a été, si vous voulez, cette alliance à la fois très déséquilibrée et qui fait que la présence britannique, les investissements britanniques ont été importants dans un secteur d'activité. Au nord, les vins de Porto, la Madère, bon, il y a eu beaucoup de choses. Après, et là je vous laisserai poursuivre, après les relations évidemment se sont beaucoup modifiées dans le cadre européen, parce que de ce partenaire
privilégié, prioritaire, eh bien, le Portugal aujourd'hui, ses principaux partenaires ne sont plus l'Angleterre, le Royaume-Uni. Les principaux partenaires commerciaux sont ailleurs, et notamment, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, de la France, évidemment de l'Espagne, compte tenu à la fois de la proximité ou autre. Se pose un sujet, mais là vous en direz peut-être plus que moi, sur la question du Brexit aussi, qui a eu un certain nombre de répercussions. Alors, on peut le voir sous l'angle, on a une alliance privilégiée et donc faisons jouer cette vieille relation séculaire, qui peut être un atout. 2, on a évoqué le sujet tout à l'heure, beaucoup de travailleurs portugais sont installés en Grande-Bretagne et se trouvent confrontés à des problèmes, notamment dans le secteur de la santé, beaucoup d'infirmiers, d'infirmières qui sont là-bas, de professions de santé, mais pas que. Et là, avec le Brexit, évidemment, c'est d'autres préoccupations. Mais voilà, vous pouvez compléter, mais c'est ce cadre, si vous voulez. J'aimerais ajouter une chose, je ne suis pas historien, hein, alors je peux être corrigé après, mais j'ai écouté qu'il y a un contexte géopolitique très important qui a une sorte de double alliance, c'est que l'Espagne a toujours supporté l'Écosse pour essayer de tourner Angleterre plus faible et que Angleterre a supporté Portugal pour essayer de faire Espagne plus faible. Alors il y a là aussi une géopolitique que je crois que c'est très intéressant. Et surtout pour nous, Portugais, je crois que ça c'est une des raisons aussi, un facteur de longuesse en termes d'indépendance. Je crois qu'on a toujours le dos un peu chaud avec l'Angleterre. Et quand on est en question l'indépendance, par exemple pendant les invasions françaises, on a toujours le support des Anglais qui viennent nous aider. Alors l'Angleterre pour nous c'est le dernier poids quand on a un gros problème. Hey Anglais, venez, on compte sur ça. Alors c'est une très vieille alliance. Bien sûr, ils sont intéressés. Ils ne sont pas seulement amis pour nous aider mais il y a des intérêts. Mais on a cette connexion. C'est assez curieux. Il y a une relation vraiment très forte à propos du tourisme, à propos du vin de Porto, par exemple. Ils achètent beaucoup, ils ont cette tradition du vin de Porto. Ils viennent pour Algarve beaucoup. Ils ont une seconde habitation. Il y a beaucoup des Anglais à Portugal, c'est normal. Bon, il y a beaucoup de choses qui nous connectent beaucoup avec les Anglais et les Anglais avec nous. Ça, c'est beaucoup plus fort qu'avec France, par exemple, même si l'immigration, c'est surtout pour France que pour l'Angleterre. Et même par exemple, quand était je crois que ça, c'est drôle, mais quand était la mort de la reine, on a 3 jours de deuil. Voilà. Je ne sais pas si quand nos présidents est décédé, s'il a deuil en Angleterre, je ne crois pas, mais bon. Alors on a ce type de relation avec l'Angleterre. Je crois que c'est trop, mais c'est comme ça. Non, mais j'aimerais seulement ajouter que dans les dernières années, l'Angleterre a reçu des cadres qualifiés portugais, beaucoup d'eux. Si vous vous souvenez, quand le Premier ministre a eu le Covid, il a fait référence à l'infirmière portugaise. Et oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après le Brexit, le gouvernement portugais, les autorités portugaises étaient très concernés avec cette communauté portugaise qui était là et qui était en train de travailler là et qu'est-ce qu'on va faire. Et nous avons établi des accords bilatéraux et qui ont fonctionné. La plupart des Portugais sont restés là avec les mêmes droits et c'est une communauté qui est très bien vue à Grande-Bretagne. Et je crois que ça c'est une des
des components de cette relation que nous avons, l'histoire. Il faut avoir des ennemis et des amis. Et quand même, quelquefois, ils sont les deux choses en même temps. Une autre question? Sentez-vous libre, il nous reste 5 minutes. Vous pouvez aussi aller au salon du livre et C'est mieux tout à l'heure? Ah, il y a Miyakoto. Mais il y a aussi